Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue pour ce 20e rendez-vous c'est le rendez-vous simulation de l'espace ressources simulation en santé de Calirel Santé. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une heure et nous allons aborder ce sujet, la nouvelle certification de la Haute Autorité de santé des établissements de santé. Faut-il se mettre à la simulation en santé? Et pour répondre à cette question, nous serons trois aujourd'hui de l'équipe Calirel de l'espace ressources. Moi-même, Solène Rive, Noémie Terrien Bonjour à tous et à toutes. et Jean-Claude Grandry à côté de moi, qui est expert en simulation en santé. Bonjour à tout le monde. Hop, que je passe à la diapo suivante, pardon. Alors, au programme de ce rendez-vous simulation, donc tout d'abord, on situera le contexte, voilà, des éléments de contexte. Ensuite, on fera un point sur les définitions. On verra quels sont les grands principes de la simulation autour de deux questions que nous allons nous poser. Et puis, on fera ensemble en fait un petit point des questions à se poser pour se lancer en simulation en santé, pour que vous puissiez avoir des éléments de repère. Et puis, nous verrons ensemble quelles ressources sont à votre disposition pour vous lancer. Et puis, on terminera par un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas au cours de la présentation à noter vos questions dans le chat. Et puis, on pourra les reprendre à la fin, à l'issue du webinaire. Noémie, je vais te laisser la parole pour la première partie. Merci Solène. Donc effectivement, aujourd'hui, on est particulièrement ravis de clôturer l'année 2024 avec ce 20e rendez-vous simulation en santé qu'on adresse, et c'est, enfin, une fois n'est pas coutume, mais on espère que de plus en plus, nous pourrons avoir des temps comme ça qui s'adresseront directement aux spécialistes de la qualité et la gestion des risques au sein des établissements de santé. On le verra au cours du webinaire. euh, on ne doute pas que nous allons vous convaincre. Alors, l'idée, c'était aussi de partager un peu les constats qu'on pouvait avoir quand on exerçait en tant que responsable qualité, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ou professionnel de la qualité qui accompagne les équipes. C'est qu'on a quelquefois l'impression qu'on a vraiment tout prévu en termes de procédures et de recommandations de bonnes pratiques. On les a co-construits avec les professionnels, elles sont accessibles, elles sont diffusées, elles sont accompagnées, et pour autant, on se rend compte qu'elles sont méconnues, ou en tout cas pas par tous, en dehors de ceux avec qui on les a co-construits. Elles sont partiellement, voire peu mises en œuvre. Et malheureusement, quelquefois, les situations et les prises en charge sont génératrices d'événements indésirables associés aux soins, voire d'événements indésirables graves associés aux soins. Et ça touche plusieurs aspects de l'accompagnement et de la prise en charge des professionnels, à la fois sur les nouvelles procédures techniques par les professionnels. Donc ça peut être des gestes très basiques, hein, sur de la pose de matériel, de l'utilisation de nouveaux médicaments, ou nouvelles modalités opératoires, par exemple, ou encore des nouvelles pratiques de communication et de coopération sur l'utilisation, par exemple, de l'outil SAED, ou sur la mise en place de briefing ou de débriefing, sur des nouvelles modalités de recueil et de prise en compte de l'expérience patient dans les pratiques. Alors, on peut penser, par exemple, pour les structures médico-sociales, à la mise en œuvre des projets personnalisés et au temps de recueil des attentes auprès de la personne accompagnée. Plus globalement, autour de ce qu'on appelle la culture partagée sur le retour d'expérience sur les événements indésirables associés aux soins, et la façon dont on va comprendre l'analyse de ces événements indésirables associés aux soins. Et puis de façon beaucoup plus préventive, sur des nouvelles organisations qui sont mises en place, pour lesquelles on a tout planifié. Et dans la mise en œuvre réelle, eh bien, on a un décalage entre ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. Et ça, c'est vraiment propre à ce qu'on peut observer dans les établissements et auprès des professionnels, entre ce qu'on a, le contexte supposé qu'on a défini, le résultat visé et ce qu'on a prévu en termes de conduite. Eh bien, le travail réel, c'est un petit peu plus complexe que ça.
et on voit bien que l'illustration de l'ICSI nous le démontre bien, c'est que le contexte supposé n'est pas vraiment le contexte réel. C'est très rare quand on a un environnement stable et des organisations stables. L'activité, elle est fluctuante, elle est adaptée et adaptable à chaque journée et à chaque situation. Et du coup, le résultat obtenu, il est rarement complètement celui qu'on avait visé. Donc ça, c'est le quotidien des établissements et des professionnels. Et puis, c'est un peu quelquefois ce qu'on regrette quand on est professionnel de la qualité. On a l'impression qu'on a tout prévu et pour autant, on a des difficultés à percevoir une vraie appropriation par les professionnels. Alors, quand on parle de ça, on parle tout simplement de ce qu'on aborde quand on développe une culture de sécurité des soins en établissement. Et quand on parle de la simulation et ou de l'appropriation des bonnes pratiques, eh bien c'est une des briques de la culture de sécurité des soins. On sait qu'on a le signalement et la déclaration sur les événements indésirables et le retour d'expérience associé, mais on a aussi tout un facteur autour du travail en équipe pour s'adapter aux changements. Même si on sait que généralement les professionnels ont plutôt une bonne perception du travail au sein de leur équipe, pour autant, quand un événement indésirable survient, on sait que dans plus de 40% des cas, le facteur contributif équipe en termes de communication et de coopération, c'est un facteur extrêmement important dans la survenue des événements indésirables. Et pour développer une culture de sécurité, on a besoin d'apprendre, apprendre individuellement et collectivement, pour nous permettre d'être une organisation qui soit apprenante, sûre, informée, fiable et résiliente. Alors, quand on regarde ces éléments, mais comment apprendre au mieux, comment apprendre de façon beaucoup plus performante qu'on ne l'est à l'heure actuelle, eh bien, on a un outil qui s'appelle la simulation en santé, et la simulation en santé, eh bien, c'est une approche qui a démontré dans la littérature largement son impact sur l'impact direct sur la prise en charge des patients. En établissement de santé, souvent quand on a des nouvelles procédures ou des nouvelles organisations, de nouvelles pratiques, on sensibilise, on organise des formations qu'on essaye de plus en plus ludiques, mais on arrive généralement pas réellement à observer un changement réel des pratiques. Souvent, on voit que les professionnels sont satisfaits, ils ont apprécié la formation, mais en fait, on n'est qu'au niveau 1 de l'échelle de Kirkpatrick qu'on vous présente, c'est-à-dire bah, les professionnels sont contents, mais est-ce que vraiment, à l'issue de la formation, il va y avoir une meilleure connaissance théorique, de nouvelles habilitations en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, et puis surtout, est-ce que ces nouveaux acquis, est-ce qu'ils vont pouvoir être mis en œuvre réellement en situation réelle? Et encore, est-ce qu'ils vont avoir un résultat pratique sur la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients? Au jour d'aujourd'hui, une des voies qui est le plus impactante en termes de modification des pratiques et d'impact sur la prise en charge des patients, eh bien, c'est la voie de la simulation en santé, qui est déployée depuis une vingtaine d'années en France et qui aujourd'hui est à l'aube de s'installer et de s'ouvrir dans les pratiques de gestion des risques en établissement de santé. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde le déploiement de la simulation en santé et tout l'aspect de l'appropriation des bonnes pratiques, on se repose sur le modèle de Shortel, alors qu'on a l'habitude de vous présenter à Calirel Santé, et pour lequel on a pu, il y a quelques mois, faire un webinaire sur la simulation en gestion des risques où on expliquait comment la simulation en santé s'intégrait dans l'accompagnement des équipes, à la fois dans la compétence, la structuration technique des compétences des professionnels en termes de formation et de sécurisation des pratiques, et puis en termes de développement de cette culture de sécurité des soins, en favorisant le retour d'expérience et l'apprentissage collectif. La simulation en santé, elle s'inscrit bien dans un volet d'accompagnement des équipes, mais en ayant en tête qu'au préalable, on a une stratégie de gestion des risques qui est mise en œuvre avec un pilotage, donc une stratégie de sécurité des soins et une organisation qui aille jusqu'au plan de formation des professionnels et qui permette de mettre en œuvre l'appropriation et l'amélioration des compétences techniques et la culture des équipes.
Donc, on vous invite très fortement à aller voir ce webinaire sur simulation et gestion des risques qui vous présente un guide qui a été publié par la Haute Autorité de Santé et la Sofrasim en 2019, Simulation en santé et gestion des risques, qui est composé d'un guide méthodologique et des outils dont on va évoquer un certain nombre au cours de ce webinaire, qui sont complètement applicables à l'intégration de la simulation en santé en établissement de santé. Alors pourquoi un focus aujourd'hui sur ce sujet-là? C'est que la HAS et la Sofrasim ont réalisé une enquête de ce guide en 2022. Et cette enquête a démontré que le guide et les outils, ils étaient peu connus et peu utilisés par les professionnels en établissement de santé. Et pour autant, quand on interrogeait les professionnels sur ce guide et ces outils, et que du coup, ça leur amenait un intérêt à le lire, il y avait un intérêt des répondants a posteriori sur cette ressource. Et ceux qui l'avaient utilisé, on avait deux facteurs favorisants à sa mobilisation, qui sont bien décrits dans le modèle de Shortel. Hein. C'est qu'on a une stratégie de gestion des risques qui est développée et qui intègre le volet de formation et d'appropriation des bonnes pratiques par les professionnels et des ressources identifiables et lisibles, c'est-à-dire une structuration qui permette de mobiliser la simulation en santé. Les thèmes des programmes qui sont mobilisés par les établissements de santé, ils sont assez pertinents et puis on le verra juste après, plutôt d'actualité dans les pratiques à améliorer autour des urgences vitales, tout ce qui tourne autour de l'obstétrique, la checklist sécurité du patient au bloc opératoire ou encore les démarches d'amélioration du travail en équipe. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand la simulation est mobilisée en établissement de santé, elle prend souvent appui sur les événements indésirables associés aux soins qui sont survenus au sein de ces structures et qui sont vraiment une source d'inspiration pour le développement de programmes de simulation. Et on sait qu'on a un vivier de retours d'expérience et de situations qui sont porteurs d'enseignement. Et la mobilisation de la simulation en santé est une voie pour mobiliser les enseignements. On a un sujet qui a été évoqué sur l'enjeu de co-construction de ces programmes qui reste à améliorer. Donc co-construction avec les professionnels de santé et puis aussi co-construction avec les services formation des établissements de santé. Et on le verra tout à l'heure, on a aussi un enjeu sur ce volet. Alors au-delà de cette enquête Sofrasim, ce qui est intéressant de voir, c'est que se passe-t-il au niveau de la certification des établissements de santé. Donc dans le référentiel actuel d'IV 2024, on a des notions de simulation en santé qui sont présentes, particulièrement sur la prise en charge des urgences vitales, où on demande aux établissements de faire des exercices de simulation sur les urgences vitales, et puis sur toute la partie SSE. Donc, on a quelques petites briques de programmes ou d'activités de simulation en santé sur le référentiel actuel, mais qui ne positionnent pas la simulation en santé comme une pierre angulaire de la gestion des risques au sein des établissements. Ce qui va changer dans le futur référentiel, même s'il va être annoncé officiellement le 21 janvier par le webinaire de la Haute Autorité de Santé, on sait déjà que la simulation en santé va y prendre une part un petit peu plus importante notamment sur le chapitre 2. Le chapitre 2, je vous rappelle, qui s'adresse aux pratiques des professionnels, avec des attentes sur des programmes de simulation pour les professionnels qui exercent en périnatalité, notamment autour du nouveau-né, avec des attentes de formation cyclique par la simulation en santé sur les pratiques de prise en charge. Dans le chapitre 3 qui s'adresse aux établissements, donc ce qu'a prévu l'établissement, on a deux sujets de la simulation qui apparaissent. La simulation et la sécurité des professionnels, donc tout ce qui tourne autour de la gestion des violences, et un critère avancé autour de la simulation en santé dans le programme de gestion des risques de l'établissement. On voit qu'on a euh, un élément qui met la simulation en santé dans la stratégie de l'établissement. Alors, critère avancé, donc c'est pas à vous que je vais l'apprendre, un critère avancé, c'est par un standard attendu, mais on le sait tous, les critères avancés d'aujourd'hui sont les standards de demain. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les futurs référentiels, les programmes de simulation en santé soient des standards attendus dans les programmes de gestion des risques des établissements.
Alors, quand on fait le parallèle avec ce qu'on retrouve à l'heure actuelle dans les résultats de certification des établissements de santé, donc on est très à jour à Calirel Santé puisque le communiqué de presse a été publié hier par la Haute Autorité de Santé. Et on peut voir que la simulation reste une voie pour l'appropriation des bonnes pratiques en établissement de santé. Puisque si on zoome, alors je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais là c'est le radar des critères impératifs du référentiel de certification des établissements de santé. Donc on a des critères impératifs qui atteignent le niveau attendu hein, autour de l'intimité, du consentement, les luttes contre les maltraitances ou encore la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Et puis on a d'autres critères impératifs qui restent à améliorer et on retrouve les urgences vitales tout ce qui est lié à l'utilisation des médicaments à risque, les actions d'amélioration fondées sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins et la checklist sécurité du patient au bloc opératoire. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ces thématiques, ce sont des thématiques qui sont particulièrement adaptées à la simulation en santé et à l'apprentissage par la simulation en santé. Alors, ce webinaire, il a vocation à vous permettre de casser certaines idées reçues sur la simulation en santé et de vous démontrer qu'elle est accessible dans l'accompagnement des professionnels avec un certain nombre de repères et d'éléments de réponse. Et nous allons commencer par la définition que Solène va vous présenter. Merci Noémie. Alors effectivement, il me semblait important de rappeler des éléments de définition, donc issus du guide HAS Sophrasims de bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Alors la simulation en santé, c'est quoi? Eh bien, ça correspond à l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient dit standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques, et puis pour permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Et donc la simulation en santé, elle est définie comme une méthode pédagogique active et innovante, et elle est basée sur l'apprentissage expérientiel, et elle permet une pratique réflexive. Ce qu'on verra dans les diapos suivantes, il y a 3 temps à la simulation et le dernier temps, le débriefing, va permettre cette pratique réflexive après le moment de scénario. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a différents types de simulations. Donc, la simulation humaine, vous avez par exemple un patient simulé. Donc, un exemple, ça va être quand on fait l'annonce d'un dommage associé aux soins, vous pouvez avoir des acteurs qui jouent le patient. Donc, ça, c'est un exemple de formation. Vous avez, avec simulation humaine, il y a aussi quand on s'entraîne sur les corps donnés à la science. Vous avez la simulation synthétique avec des simulateurs qu'on dit procéduraux. Donc, par exemple, pour apprendre à faire une intubation difficile sur un bout de tête de mannequin, là, vous voyez, ou bien une prise de sang sur un bras, ou bien des simulateurs patients. Donc là, c'est un mannequin. Voilà, vous avez la simulation hybride, donc qui va mélanger à la fois simulation synthétique et humaine. Donc là, on voit un exemple d'accouchement, je pense. Et puis la simulation numérique avec les différents types de simulation numérique et notamment la réalité virtuelle et réalité augmentée. Mais vous avez aussi les environnements 3D et la simulation sur écran. Donc là, c'est les différents types de simulations qui peuvent exister. Et puis, je vous le disais, donc la simulation, c'est 3 temps, vraiment incompressible. Une séance de simulation se déroule en 3 temps. Donc, il y a d'abord le briefing, où en fait, ça permet aux apprenants de prendre, avoir un premier contact avec leur environnement. On va leur présenter le matériel pour que vraiment il n'y ait pas trop de surprises en dehors du scénario qui se déroule, mais voilà, qu'ils prennent confiance avec leur environnement. Vous avez le déroulement donc, du scénario. Donc là, la mise en situation, enfin le scénario. Et puis le temps de débriefing. Donc il est coutume de dire que c'est un des moments les plus importants de la simulation parce que c'est là où en fait les apprentissages vont pouvoir être mis en perspective et justement le temps réflexif et la pratique réflexive va pouvoir être réalisée. Et donc ce moment de débriefing est vraiment très important et il doit se dérouler voilà, en présence de formateurs
qui sont formés pour animer ces temps-là. Et donc, en guise de conclusion, pour reprendre ce qu'est la simulation, et puis ça va reprendre des choses que Noémie a dites. Donc, la simulation en santé, c'est une méthode pédagogique qui est basée sur l'apprentissage expérientiel et la pratique réflexive. Ça s'adresse à tous les professionnels et ça permet l'interprofessionnalité. Ça, c'est intéressant. Vous avez vu qu'une équipe, en fait, peut faire une séance de simulation ensemble. Ça permet de former à des procédures, à des gestes ou à la prise en charge de situations. Et donc, ça permet d'acquérir et de réactualiser des connaissances et des compétences dites techniques, mais aussi non techniques. Donc, on va pouvoir agir sur tout ce qui est travail en équipe et communication, par exemple. Ça va permettre, ces temps réflexifs dont on a parlé, d'analyser ses propres pratiques professionnelles et donc voilà, d'avoir un nouveau regard porté sur soi-même lors du débriefing. Et puis, ça permet d'aborder des situations dites à risque pour le patient et d'améliorer la capacité à y faire face en participant à des scénarios qui peuvent être répétés. Et puis, on l'a mentionné, ça permet de reconstituer des événements indésirables, de mieux les comprendre lors des débriefings pour pouvoir identifier des actions d'amélioration et donc améliorer la qualité et la sécurité des soins. Donc, en résumé, c'est une méthode innovante, efficace pour améliorer les connaissances, les pratiques, les comportements et les organisations, notamment dans les champs de la gestion des risques, du travail en équipe, des facteurs humains et de la sécurité du patient. Donc voilà pour ce qui est un peu de la définition de la simulation en santé. Et donc maintenant, pour voir avec vous les grands principes de la simulation en santé, donc je vais laisser la parole au professeur Grandry. Et avec cette première question, est-ce qu'il est indispensable en fait d'aller dans un centre de simulation pour faire de la simulation en santé? Alors, merci beaucoup. Avant de parler de ça, je voulais vous dire quand même quelques petites réflexions personnelles. D'abord, moi, je fais de l'enseignement, je suis pas tout jeune, hein, malheureusement, et je fais de l'enseignement depuis plusieurs décennies maintenant. Et je dois vous avouer que quand j'ai découvert la simulation il y a environ 20 ans, parce que vous pouvez avoir des doutes, hein, vous pouvez dire oui, c'est une mode, etc., comme beaucoup de gens nous ont dit. Mais je peux vous dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est assez incroyable, quoi. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut apprendre. C'est comme ça qu'il faut apprendre. Et aujourd'hui, je reste persuadé que c'est une des meilleures méthodes pédagogiques. Et si on pourra en parler sur la discussion, mais je pense que c'est plus qu'une méthode pédagogique. Quand on va reparler tout à l'heure du débriefing, par exemple, on va au-delà de la pédagogie, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. Toujours est-il que si vous voulez vous lancer dans la simulation, et je vous promets que c'est pas si difficile que ça, il faut d'abord bien analyser votre situation, votre contexte. Il faut que les objectifs soient clairs. Alors, je vous donne un exemple tout à fait récent. J'ai j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un sur un mémoire récemment, une infirmière de néonatologie. On parlait de néonatologie, Noémie Thériet à l'instant. Ils ont commencé par travailler dans leur service qui n'est pas dans la région, hein. Et en fait, ils ont en effet étudié les événements indésirables les plus fréquents. Ils en ont listé trois. Je peux vous les dire comme ça de tête. Il y avait les moustaches pour les sons d'intubation. Il y avait des problèmes d'identification pour le lait des nouveau-nés. Et puis le troisième point que j'ai oublié tout à l'heure, enfin peu importe. Toujours dit, ils ont identifié trois événements indésirables graves. Ils se sont rapprochés d'un centre de simulation proche et ils se sont dit, il faut qu'on travaille là-dessus absolument. Et donc, ils ont discuté avec les spécialistes, etc. Ils ont bien préparé ça. Ils ont fait trois programmes avec des scénarios très précis, suivant, on pourra en parler tout à l'heure, mais tout ça, c'est bien au point et relativement facile à s'approprier. Et ils ont commencé à le faire avec des résultats qui sont super parce qu'ils ont entraîné d'abord toute l'équipe. Et puis surtout, c'est que le bénéficiaire dans tout ça, ou les bénéficiaires, c'est les patients, parce qu'ils ont diminué de façon notable les événements indésirables. Et donc, simplement, donc, au début, quand vous voulez vous lancer dans cette aventure, il faut vraiment étudier ce que vous connaissez bien, les forces, faiblesses, opportunités, menaces, et ça, vous pouvez vous faire aider. On peut vous aider à faire ce travail. Quand on connaît bien le réseau des structures de simulation, Solène nous en parlera à la fin de l'exposé.
mais on peut voir où est-ce que vous pouvez trouver des gens qui vont vous aider, comment vous pouvez faire, etc. La diapo précédente, s'il vous plaît. Voilà, après. Alors, la vie spécialisée, je viens de vous en parler, et il faut envisager tout de suite, encore une fois, si vous voulez vous lancer là-dedans, il va falloir former les formateurs. C'est une évidence. On ne fait pas de l'enseignement, on ne fait pas de la clinique, etc., si on n'est pas formé. Et Noémie Toria évoquait tout à l'heure la formation des professionnels. Aujourd'hui, c'est une question capitale. On en parle aujourd'hui tous les jours. Quand je pense, alors certains d'entre vous travaillent peut-être dans les EHPAD. Aujourd'hui, il y a un problème de formation des professionnels dans les EHPAD. On le sait, mais il n'y a pas que dans les EHPAD. Comme il y a des manques de professionnels un peu partout, ben, on recrute des gens qui ne sont pas forcément formés. Et c'est un peu dramatique. Parce que là, on a aussi, on risque et on a de façon prouvée une augmentation des événements indésirables. Ensuite, il faut concevoir le programme. Moi, je le disais, il faut des scénarios, mais ça, encore une fois, vous pouvez vous faire aider quand vous ne savez pas. Et puis, je crois que la Société française de simulation, que Naomi aussi a évoqué, la Sofra-Sims, a édité des solutions qui sont vraiment très claires et très rapides à faire. Bon, ensuite, je vais aller vite là-dessus, c'est le choix des techniques. Il y a plusieurs techniques possibles, mais ça, Solène vous en a parlé. On peut aussi s'adapter, on peut faire avec des choses très simples. On n'est pas obligé d'avoir des matériels sophistiqués. On peut faire de la simulation avec des matériels simples. Parfois, des choses, encore une fois, j'allais dire bricolées, le terme n'est pas exact, mais on peut faire de la simulation, encore une fois, avec du matériel simple. Et certains industriels aujourd'hui développent ça de façon tout à fait satisfaisante. Alors, on le reverra tout à l'heure, mais j'insiste quand même sur le plan, je vous dis simple, et ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la simulation à minima. Hein. Les règles que vous avez montrées, Solène, à l'instant, doivent toujours être respectées. Et la simulation, ce n'est pas des jeux de rôle, ce n'est pas une petite simulation où toi, tiens, toi, tu vas jouer ça. Non, non. Habituellement, en simulation, les gens jouent leur propre rôle. Alors, dans certains cas, moi, au début, on a fait en effet des médecins qui jouaient le rôle d'infirmière inversement. Mais en fait, on s'est rapidement aperçu que ce n'était pas du tout satisfaisant. Pas du tout. C'est pour ça qu'on a fait appel à des patients dits standardisés, qui sont des gens formés etc., et qui représentent véritablement de vrais patients. Et ça, j'insiste là-dessus parce que au départ, et il y a encore des gens qui commencent comme ça, avec par exemple dans les sites, avec des étudiants qui rigolent beaucoup. Tiens, toi, tu vas jouer ça. Non, c'est pas ça du tout. La simulation, c'est du sérieux. Et, et donc, il faut le faire de façon sérieuse, avec respecter les règles. Et puis, un point sans doute très important, sûrement très important, on parle du débriefing et on dit que c'est le cœur de la simulation, mais moi, depuis maintenant bien des années, je pense que le briefing qui précède donc la séance est aussi important que le débriefing. Alors pour ça, il faut vraiment une certaine expérience. On en apprend tous les jours. Moi, quand je fais aujourd'hui des séances, j'en fais moins qu'avant. Mais pourquoi? Parce que quand vous faites des briefings ou des briefings, vous appréhendez le profil psychologique de vos apprenants en particulier. Vous voyez tout de suite les gens stressés. Faut pas commencer par eux, par exemple, hein, dans une séance ou dans votre tour de table. Le tour de table est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez appréhender les personnalités, les gens qui sont ailleurs, qui manifestement ont des soucis ou qui sont prolixes, enfin, etc. Vous voyez. Donc tout ça, c'est des choses à apprendre. Alors, je ne veux pas, bien sûr, charger la barque déjà, mais tout ça, c'est dans un ensemble et c'est pour ça que ça nécessite d'être formé. Et puis, le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est l'évaluation. Quand vous faites des séances de simulation, il faut évaluer ce que vous faites. Et comme Noémie l'a montré tout à l'heure, il y a la satisfaction, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de la satisfaction parce que l'expérience nous a montré, et ça depuis le début, que quand on fait des séances de simulation, les gens sont toujours contents. Ils sont toujours contents. C'est 8, 9 sur 10, etc. C'est pour ça qu'il faut passer maintenant dans les centres de simulation. On passe à l'étape d'après. Alors, diapo suivante. Merci. Ouais, voilà. Alors, rapidement, puis bien sûr, vous poserez toutes les questions que vous souhaitez après.
Alors aujourd'hui, on considère qu'il y a deux façons de faire la simulation. En présentiel, dans les centres structures de simulation, il y en a maintenant, on verra tout à l'heure où il y en a par exemple dans la région, mais ce n'est pas indispensable. La question était posée tout à l'heure. On peut très bien faire de la simulation dans des salles de formation. Ben, les écoles d'infirmières, par exemple, toutes en font pratiquement aujourd'hui, ils n'ont pas forcément des centres de simulation spécifiques. Et puis surtout, on assiste aujourd'hui beaucoup sur la simulation in situ. C'est une excellente méthode. Une excellente méthode parce que les gens travaillent dans leur environnement de tous les jours. Alors ça pose des problèmes d'organisation, il faut être très strict. Bruno Debien a fait un séminaire que vous pouvez revoir quand vous le voulez sur l'espace ressources. Mais je pense que c'est des voies très importantes de la simulation à venir. Parce que prenons l'exemple si vous faites de la simulation en soins intensifs ou en salle de réveil, le mieux c'est d'une part d'être dans les lieux où on est habitué à travailler et deuxièmement avec le matériel dont on dispose tous les jours, quoi. Et ça c'est capital. Et puis un petit mot simplement sur le en distanciel. Aujourd'hui ça se développe de plus en plus et je crois que demain ça sera la règle, c'est la simulation numérique. Alors, j'ai mis le petit schéma, mais ce schéma, il n'est pas lisible ici. Vous le retrouverez dans le document HAS qui vient de sortir, là. Simulation numérique, je crois que c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que beaucoup d'industriels ou de startups viennent vous voir en disant là, on a un truc super avec des. Alors, ils vous montrent ça avec un casque de réalité virtuelle. Méfiez-vous, méfiez-vous. Pour l'instant, ces logiciels ne sont pas validés. Il faut être très prudent. Nous avons actuellement un travail avec la Haute Autorité de Santé et la SOFRACIMS pour valider les logiciels numériques de simulation en santé. Donc, la simulation numérique, c'est l'avenir, mais il va falloir la cadrer de façon très précise. Mais juste un mot pour peut-être vous faire peur un peu, c'est qu'on commence à introduire l'intelligence artificielle aussi dans la simulation numérique en particulier. Mais ça, si vous le souhaitez, on en dira un mot dans la discussion. Je crois que j'ai fini mes diapositives. Merci Jean-Claude. Donc, on vient de voir que on peut, enfin, c'est pas obligé d'aller dans un centre de simulation pour faire de la simulation, qu'on peut le faire en salle de formation, in situ dans les environnements de travail des professionnels. Et donc, finalement, si je peux faire de la simulation dans mon établissement, Noémie, est-ce que quand on parle de chambre des erreurs, ou bien par exemple quand on utilise des simulateurs de vieillissement, est-ce qu'on peut dire que c'est de la simulation? Eh bien, oui et non. En fait, tout dépend, mais je pense qu'on a, toi comme Jean-Claude, ont beaucoup insisté sur le fait que ce qui est important dans la simulation en santé, c'est les trois temps forts que sont le briefing, le déroulement du scénario et le débriefing. Donc, il y a plein d'opportunités. Donc là, on va illustrer au travers de la chambre des erreurs et puis les simulateurs de vieillissement. Mais en fait, il y a autant de prise en charge qu'il y a d'opportunités de faire de la simulation en santé. Effectivement, ce qui a aussi été abordé, c'est le fait de rendre accessibles ces programmes de simulation en santé. Et dans le contexte actuel des ressources humaines des établissements, c'est compliqué de faire sortir plusieurs professionnels d'une même équipe pour aller se former ensemble dans un centre de simulation. Ça peut être compliqué. Alors même que, avec un peu de rigueur méthodologique, on a la possibilité de déployer en interne des programmes de simulation. Et peut-être que sans le savoir, vous avez touché du doigt ou mis en œuvre des sujets qui, euh, en étant améliorés, pourraient répondre aux standards des programmes de simulation. Alors, volontairement, je vous prends l'exemple de la chambre des erreurs avec deux versants de présentation de cette chambre des erreurs. Donc, vous savez, la chambre des erreurs, c'est largement déployé, notamment dans la semaine de la sécurité des patients où on recrée dans une salle ou dans une salle, dans une chambre ou dans une salle de soins ou dans un environnement, on recrée l'environnement d'une chambre de soins et puis on va y glisser un certain nombre d'erreurs avec un objectif que les professionnels puissent repérer ces erreurs et faire de la pédagogie et de la sensibilisation. Donc ça peut être autant une séance
de sensibilisation de type jeu, et c'est pour ça que volontairement, je vous ai mis un petit article de presse qui fait un petit jeu de mots, hein, Chambre des erreurs, la sécurité des patients en jeu, avec le jeu, mais le jeu pour jouer. La simulation, c'est absolument pas du tout un jeu, et que la chambre des erreurs, elle peut être mobilisée à la fois sur une approche extrêmement ludique, mais ça ne répondra pas aux standards de la simulation en santé. Si vous êtes sur une approche de le jeu des 10 erreurs et que vous proposez aux professionnels de rentrer dans une chambre, de remplir un petit questionnaire et de le mettre dans une urne pour, à la fin de la journée, identifier le vainqueur qui aura trouvé le plus d'erreurs, bien évidemment, ça n'est pas de la simulation en santé. Mais on peut mobiliser de l'énergie pour faire des chambres des erreurs et être vraiment dans une approche d'apprentissage. Lorsqu'on a un objectif pédagogique extrêmement clair, c'est par exemple d'améliorer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient, où on va organiser sa chambre des erreurs au travers d'un scénario qu'on aura élaboré et pour lequel les professionnels devront identifier les erreurs et les bonnes pratiques associées. Donc ça nécessite non pas simplement de recréer un environnement et un espace de champ, mais ça nécessite de penser son scénario avec les différentes étapes. Donc vous avez à votre disposition, et c'est là où la simulation en santé ayant certaines années de recul, on a pas mal de structures qui ont pu élaborer des scénarios de simulation en santé pour la mise en œuvre des chambres des erreurs. Donc sur la slide suivante, un petit zoom sur une chambre des erreurs qui a été développée par le CHU d'Angers, où on voit bien qu'au-delà de la reconstitution de l'environnement de la chambre avec des erreurs qui y sont glissées, eh bien, il y a une méthodologie qui a été mobilisée avec le temps de briefing où on explique aux professionnels qui participent, qui rentrent dans cette chambre des erreurs, les objectifs visés, ce qu'ils vont retrouver. En fait, on sécurise les professionnels et on les met en situation pour rentrer dans cette chambre, le temps d'immersion et d'enquête dans la chambre des erreurs, et ce temps de débriefing où on va débriefer avec les professionnels sur les erreurs qu'ils ont retrouvées, certes, mais la façon dont ils ont vécu cette séance de simulation, et ça va permettre de pouvoir à la fois travailler sur les représentations et les compétences techniques des professionnels, mais aussi sur les compétences non techniques, et on va pouvoir mobiliser des supports qui vont accompagner le débriefing et avec des supports pédagogiques associés. Donc ça veut dire que quand on monte une chambre des erreurs, on peut risquer de mettre mal à l'aise des professionnels s'ils se retrouvent en difficulté pour identifier les erreurs et ne pas avoir de temps de débriefing pour reposer le contexte de leurs difficultés et puis surtout les bonnes pratiques associées. Donc accompagner une chambre des erreurs, c'est essentiel par les différents temps, briefing, débriefing et tout le déroulé du scénario. Sur la slide suivante, c'est aussi la mobilisation Simulation grand âge, vous savez, les simulateurs de vieillissement. De la même façon, on en voit beaucoup, c'est beaucoup déployé dans les établissements. Et quelquefois, ça peut faire l'objet de rire aux éclats, de voir son collègue porter une combinaison, des lunettes où il voit mal. Et puis, on teste le simulateur de vieillissement et puis on n'en fait pas grand-chose, si ce n'est qu'avoir pris conscience qu'effectivement, quand on vieillit, on n'est pas très à l'aise pour voir, pour marcher. Ça, c'est pas de la simulation en santé. La simulation en santé, on va mobiliser le simulateur de vieillissement dans des objectifs pédagogiques, de prise de conscience, mais aussi d'amélioration des pratiques professionnelles. Donc, l'idée, c'était de vous passer une courte vidéo d'un programme de simulation en santé qui utilise les simulateurs de vieillissement. Et les deux personnes qui témoignent sont les formatrices qui exercent en établissement de santé et qui expliquent la façon dont elles accompagnent les équipes et l'impact sur les pratiques professionnelles. par exemple, c'est sur une journée qui est découpée en plusieurs séquences. La première séquence est plutôt un quiz box, plutôt en lien avec les connaissances. Donc ils votent sur différents items qu'on leur propose. Et l'après-midi, on divise le groupe en deux. Il y a donc un groupe qui utilise le simulateur, donc en situation réelle, et un autre groupe qui réalise de l'analyse de pratique à l'aide de vidéos. L'intérêt des acteurs sur cette formation-là, c'est aussi de leur permettre de se mettre en binôme soignant-soigné.
C'est-à-dire qu'en même temps, ils peuvent vivre, entre guillemets, ce que vit la personne qu'ils accompagnent quotidiennement, et en même temps, avoir un retour aussi sur leur propre rôle d'accompagnateur. L'avantage de cette simulation, c'est vraiment de pouvoir, je dirais, adapter au mieux l'outil pédagogique au quotidien des stagiaires, de ce qu'ils vivent en tant que professionnels. Donc ils vont être attentifs à leur matériel, à la façon de l'utiliser, à l'environnement. C'est pas que apporter de la connaissance, c'est plutôt expérimenter. Et évaluer le niveau des personnes qui sont présentes et leur apporter un peu de contenu en fonction de leur niveau. Et puis un retour d'expérience, un échange sur l'expérience vécue en situation. Donc, vous voyez que là, sur le petit témoignage, il y a plusieurs mots-clés qui sont apparus sur une expérience, une situation vécue, des apports théoriques et puis surtout un débriefing pour l'amélioration des pratiques professionnelles. Donc, par la simulation en santé, en fait, on peut en faire en établissement de santé. Donc, il y a quelques principes méthodologiques et puis des compétences, effectivement, de formateurs à avoir. Mais on pourra le voir, c'est pas non plus des éléments d'être formé spécifiquement à la simulation. Ça ne doit pas empêcher de s'y intéresser et de réfléchir à monter des programmes de simulation en santé. On peut faire des choses simples et efficaces à partir du moment où on respecte les 3 temps qu'a pu vous partager Solène. C'est ce temps de briefing, le déroulement du scénario et le temps de débriefing qui doit permettre de pouvoir accompagner l'apprenant dans un environnement réaliste par un formateur qui va accompagner le développement des compétences techniques et non techniques du professionnel dans un objectif pédagogique qui est clairement explicite et qui fait le lien avec vos priorités d'établissement. Donc en fait, oui, les chambres des erreurs, les simulateurs de vieillissement ou même des casques de réalité virtuelle peuvent être de la simulation en santé à partir du moment où vous respectez la méthodologie de la simulation en santé et qui est accessible largement en dehors des centres de simulation existants, par exemple en région Pays de la Loire. Merci Noémie. On arrive vers la fin de ce webinaire et donc pour un peu conclure et reprendre les éléments qu'on s'est déjà partagés, on va voir ensemble donc, quelles sont les questions à se poser finalement si on veut démarrer la simulation en santé. Et vous verrez, on a déjà abordé l'ensemble des éléments. Donc déjà, c'est de se poser la question, est-ce que la simulation répond à un besoin réel vis-à-vis des risques identifiés comme prioritaires dans mon établissement? Par exemple, par rapport au circuit des médicaments, du médicament. Jean-Claude a évoqué le fait aussi de se baser sur des événements indésirables pour construire des scénarios ou faire de la simulation en santé. Donc, c'est aussi de se poser la question, est-ce que la simulation répond à un besoin réel vis-à-vis des pratiques des professionnels? Ensuite, de se poser cette question, est-ce que la simulation, c'est la méthode pédagogique la plus appropriée pour mon besoin en formation? On l'a dit, il existe différentes méthodes de formation. Néanmoins, la simulation en santé, c'est prouvé dans la littérature, enfin son efficacité est prouvée. Et puis le fait que ce soit une méthode basée sur l'expérience et la pratique réflexive, ça a un avantage certain. N'hésitez pas à me compléter, Noémie et Jean-Claude, si vous le souhaitez. Ensuite, on a également évoqué ça. Quel est le lien, en fait, se poser la question, quel est le lien avec les professionnels qui sont en charge de la formation dans votre établissement? Parce que, en fait, intégrer la simulation dans vos démarches qualité gestion des risques, c'est quelque chose qui se pense. Enfin, on est dans l'accompagnement des équipes, mais ça se pense également en amont et donc de construire des programmes de formation. Donc, d'aller voir les professionnels de la formation de l'établissement. Et puis, enfin, de se poser la question, est-ce que dans mon établissement, j'ai des ressources déjà formées à la simulation en santé? Est-ce qu'il y a des formateurs en simulation en santé? Peut-être que vous ne savez pas et que vous avez ces types de ressources. Et justement, pour enchaîner sur la formation de formateurs pardon, à la simulation en santé, donc on va balayer en fait les ressources, les différentes ressources qui peuvent vous être utiles pour vous lancer dans la simulation. Mais pour ce qui concerne la formation, donc il existe en fait une attestation universitaire
C'est à peu près 35 heures de cours, enfin de formation plutôt, qui peut se réaliser à l'Université d'Angers. Donc ça, c'est un premier niveau en fait pour avoir les fondamentaux de la simulation en santé et se former. Et puis sur des temps de formation plus longs, il existe des diplômes universitaires. Donc vous voyez, j'ai mis à peu près 105 et 106 heures qui sont faits à l'Université de Nantes et d'Angers et en lien en fait avec les centres de simulation de Nantes et Angers, puisque les responsables pédagogiques sont les responsables des centres de simulation de ces deux villes. Mais au-delà, en fait, Noémie l'a dit, hein, c'est pas parce que, enfin, il faut pas que ce soit un frein de pas être formé pour se lancer. Vous avez des ressources hein, et il existe aussi bah, les centres de simulation de la région qui peuvent être des ressources et qui peuvent vous guider. Donc, il y a donc deux centres de simulation, on l'a vu à Nantes et Angers, mais il y en a un aussi au Mans et à La Roche-sur-Yon. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les centres de simulation. Paramédicaux. Et les centres paramédicaux, tout à fait, des écoles en formation initiale, IFSI, IFAS. Donc voilà, donc il y a des ressources régionales pour la formation. Ensuite, on les a mentionnés tout au long de ce webinaire. Vous avez les Bibles, j'ai envie de dire, les ressources de la HAS et de la Sophrasims. Donc, le guide de bonne pratique en matière de simulation en santé, donc, qui a été très récemment mis à jour. Noémie l'a présenté, le guide simulation en santé, gestion des risques. Et puis, il y a également un document, une fiche pratique, en fait, pour utiliser la simulation en santé comme méthode de DPC, de développement professionnel continu. Donc, voilà, c'est un axe intéressant. Et Ouais, ça, c'est important ce que tu soulignes, ce qu'on évoquait dans les questions à se poser, le lien avec les services formation de vos établissements. On sait que dans les plans de maintien et développement des compétences des établissements, enfin les plans de formation, hein, tout simplement des établissements de santé, il y a une vigilance particulière sur le fait que les formations qui soient proposées aux professionnels soient dites validantes DPC. Cette fiche-là, DPC simulation en santé, ça veut dire que la simulation en santé, c'est une approche qui est validante DPC. Donc, qui va vous permettre de valider, enfin, de faire valider des briques de développement professionnel continu auprès de vos professionnels et qui pourront être complétées, par exemple, par des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles en interne. Donc, il y a aussi une opportunité avec vos services de formation de pouvoir monter des programmes de simulation en santé associés à des programmes d'évaluation de pratiques professionnelles. Alors, je pense par exemple aux urgences vitales ou encore sur des étapes de sécurisation du circuit du médicament. Ou un exemple très concret, la checklist sécurité du patient au bloc opératoire, une action de simulation à la mise en œuvre de la checklist associée à une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles peut permettre de monter un programme de DPC validant et faciliter son intégration dans le plan de maintien et développement des compétences de votre établissement. Donc ça, c'est si vous avez la possibilité dans les prochaines semaines d'aller à la rencontre de vos services formation en vous disant, mais en fait, la Simus, c'est possible chez nous. On peut se faire accompagner en région et on a des thèmes prioritaires parce que nos résultats de certification montrent qu'on a des pistes d'amélioration. Ça peut être quelques petits arguments gagnant-gagnant avec vos services de formation continue. Mhm. Et puis j'ajouterais, Noémie, que en fait, ces simulations peuvent être monoprofessionnelles, Mhm. mais elles peuvent être aussi voire interprofessionnelles. Et là, pour le DPC, c'est très, très fréquemment demandé quand même. Si on peut faire ça, c'est les résultats des simulations interprofessionnelles sont remarquables. C'est-à-dire les gens travaillent ensemble, apprennent à travailler ensemble. Et c'est sûrement une des meilleures façons hein, de travailler en équipe de ces séances de simulation bien préparées et bien structurées. Mhm. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des documents dont on vous parle là sur une page en fait sur le site de la Haute Autorité de Santé qui est dédiée à la stimulation en santé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette page et vous retrouverez l'ensemble des documents dont on vous parle. Et puis pour terminer,
Rapidement, eh bien, au niveau de Calirel Santé, on a également plusieurs ressources que vous voyez s'afficher là dont vous pouvez disposer. Alors, tout d'abord, je vous dirais, bah, vous pouvez demander à adhérer enfin, à faire partie de cette communauté de pratique qui est l'espace ressources simulation en santé. Et puis, pas besoin d'être formateur finalement en simulation, voilà. Et pour cibler sur une ressource particulière, vous avez les rendez-vous simulation. On vous en a évoqué quelques-uns. Donc, le rendez-vous simulation sur la gestion des risques, qui peut être intéressant d'aller regarder pour vous à l'issue de ce webinaire. Et puis aussi la simulation in situ, un des rendez-vous simulation les plus récents. Donc, voilà, qui va vous permettre de voir ce que c'est que la simulation in situ et quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir développer ça dans votre établissement. Donc voilà, un petit zoom spécifique sur les rendez-vous simulation et puis vous voyez s'afficher les autres ressources à votre disposition. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que je pense qu'un temps pour les questions-réponses est important. Donc, eh bien, je vais arrêter le partage et puis on va regarder s'il y a des questions dans le chat. En tout cas, merci à tous. Pour l'instant, Émilie nous partage auprès des... merci Émilie. Partage auprès des participants les différents liens vers les guides. Comme ça vous permet de les ouvrir et puis tout de suite les télécharger. Alors, bah, n'hésitez pas si vous voulez mettre vos questions dans le chat pour des choses à préciser ou bien voilà, prendre la parole si vous le souhaitez. On va vous laisser la possibilité de réactiver vos micros. Ce sera peut-être plus simple que de taper à l'écrit. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que peut-être quelqu'un s'est déjà lancé Ouais. dans les participants? Si on avait une petite expérience, ça serait bien. Ou une grosse expérience. Personne ne veut nous dire. Ainsi, on a Oui, Alix qui ouvre sa caméra, donc je pense que le micro va s'ouvrir très prochainement. et il faut qu'elle ouvre son micro. Alors, Oui, bonjour. voilà. Je Bonjour. voulais faire mon petit retour d'expérience. Alors, j'ai eu votre lien webinaire via Santé Atlantique, clinique du groupe Elsan. Moi, je suis sur la clinique Kérodrin Grand Large à Brest, dans le Finistère. Et effectivement, nous, on met déjà depuis 3 ans en œuvre des formations simulation en santé auprès de différents services de notre clinique. Pour exemple, cette année, on a mis en œuvre au sein du service maternité, avec notamment la réanimation du nouveau-né et également au sein du service des urgences. Et effectivement, nous, c'est donc des formations in situ avec un organisme qui vient spécifiquement. C'est aussi multiprofessionnel, donc on mobilise les salariés des services et également les praticiens libéraux de notre clinique. Donc, c'est des formations qui durent une journée et demie. Donc avec une première demi-journée sur la partie un petit peu apprentissage, briefing, échange, tour de table, etc. Et une journée complète sur vraiment la simulation pratique avec donc une partie qui est filmée. En fait, c'est deux groupes distincts. Un groupe qui fait la pratique et l'autre qui observe. Et après, il y a vraiment un débriefing sur les atouts, les axes d'amélioration, etc. Donc, on est vraiment satisfait. Et dans ce même sens, on a voilà, mis en place un partenariat sur 3 ans pour justement déployer progressivement et à moyen terme ces formations simulation. Alors c'est vrai que c'est un coût qui est non négligeable, hein. C'est des formations qui me coûtent le plus moi au niveau de mon PDC, mais voilà, on estime que c'est un investissement non négligeable et qui est très apprécié de nos personnels, également des praticiens. Donc on trouve que c'est vraiment une démarche d'amélioration continue et l'avenir aussi au niveau de la formation. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Il y a un réseau sécurité de naissance aussi par chez vous, bien sûr, comme, et vous en faites partie. Et toutes les maternités font ce genre de formation ou la plupart? Ah,
Votre micro est à nouveau coupé. Alors attendez. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, nous, nous, on met ça en place au sein de notre clinique. Donc, on a deux cliniques, Kérodrin et Grand Large. Nous, on n'a qu'un service maternité et néonatalité. Donc, on met en place ces formations dans nos services. Ici, après, je n'ai pas écho auprès des autres D'accord. cliniques ou hôpitaux, mais en tout cas, nous, on le met en œuvre. Très bien. Merci de ce témoignage. Merci. Oui, parce que c'est vrai que ça permet de rebondir sur le fait que dans le futur référentiel devrait apparaître un critère spécifique sur la formation des professionnels qui prennent en charge les nouveau-nés dans les paternités. Et c'est vrai qu'en région Pays de la Loire, on a quand même Ouais. beaucoup de chance Oui. d'avoir le réseau Sécurité Naissance qui a déployé tout un programme de formation in situ. Et la grande majorité, je pense, des établissements de santé, si ce n'est la totalité des établissements de santé de la région concernés, n'auront pas de mal à remplir ce Ouais. critère parce qu'il y a une ressource en région qui est assez atypique par rapport aux autres régions. Donc effectivement, ça peut être aussi un des éléments qui peut être valorisé dans ces attendus de la HAS. Et la particularité aussi en région Pays de la Loire, c'est qu'il y a toute une banque ressources, et Solène l'a précisé, il y a l'espace ressources simulation en santé, et puis il y a tout un réseau de centres de simulation, de formation initiale Ouais. ou de formateurs, avec une mise aussi un partage assez facile quand même des expériences, voire des programmes pour permettre de pouvoir les partager sur les différents territoires. Alors, on n'a pas été dans le détail des critères du référentiel à venir parce qu'en fait, c'est les éléments du référentiel qui ont été en concertation, mais il semblerait quand même que dans le futur référentiel, il y ait dans ce critère avancé le partage des programmes de simulation sur son territoire. Donc, il y a vraiment une opportunité à cocher ce critère avancé pour les établissements de santé de la région Pays de la Loire, parce qu'en fait, vous avez à votre disposition des ressources et des professionnels qui sont vraiment engagés sur la simulation en santé. Oui, Madame Alix disait que ça coûtait cher, mais dans notre région, le réseau sécurité de naissance fait payer ces formations? Je ne sais plus. Alors, il y a une contribution assez De, forte de l'ARS, je crois. de l'ARS. Ah oui, 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 Après, jusqu'alors. oui, c'est ça. Ça. Ok. Ok, merci. Eh bien, s'il n'y a pas plus Est-ce qu'il y de a d'autres questions. expériences? Ouais, bah, d'autres Non, je sais expériences pas seraient si intéressantes, ça vous avez serait bien raison. qu'il y en ait au moins une autre, puisqu'il reste 2 minutes. Non, personne. Alors, autre question, quelqu'un veut-il se lancer dans la simulation Ah, maintenant? ah, on a un Un nouveau message. message. Ah, le site, c'est Émilie qui met l'espace ressources. Merci, Émilie. Donc, ça veut dire qu'on ne vous a pas convaincu. Personne ne veut se lancer dans la simulation. Bon, il faut attendre réflexion peut-être. Ok. Bon, en tout cas, sachez qu'on reste disponible si vous souhaitez échanger sur ce sujet d'espace ressources simulation. N'hésitez pas à aller voir les webinaires, je pense que ça peut être intéressant, notamment dans celui gestion des risques où on aborde notamment les formations du réseau sécurité naissance. Et puis, bah, ils ont un site eux-mêmes. Et puis, bah, nous, on va se donner rendez-vous pour le premier rendez-vous simulation de l'année 2025, le 30 janvier, où on accueillera le centre hospitalier de Cholet pour nous présenter des formations qui délivrent par la simulation en santé. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, à tous et à toutes, et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.